Novembre 1918. La guerre censée mettre fin à toutes les guerres touchait à sa fin, alors que les canons du front occidental se taisaient. Pendant les 4 années précédentes, l'armée du Kaiser allemand Guillaume II avait avancé à coups de fusils et d'obus en France et en Belgique, mais avait été empêchée d'obtenir une victoire totale par une ligne de tranchées et de barbelés. La France avait survécu, mais ses terres étaient meurtries et son peuple plus perdu que jamais. Ainsi, quand la guerre menaça à nouveau, les Français jurèrent d'être prêts 7 fois. Profitant du temps que leur offrait la soi-disant drôle de guerre, la période qui suivit l'invasion de la Pologne et l'offensive d'Hitler vers l'ouest, ils renforcèrent, avec leurs alliés britanniques, leur défense et se préparèrent à maintenir l'aigle allemand à l'est de leurs frontières communes. Et pourtant, malgré cette préparation, il ne fallut pas plus de 2 mois au Führer Adolf Hitler pour forcer les Français à demander la paix. Dans cet épisode, nous allons examiner les événements qui ont précédé l'invasion de la France, analyser les stratégies des 2 camps et retracer la chute de la France sous la botte nazie. Bienvenue dans Wars of the World. Le Führer, Adolf Hitler, ne doutait guère que si le peuple germanique devait accomplir son destin. Non seulement comme future puissance mondiale, mais aussi comme race maîtresse, la plus pure et la meilleure de l'humanité. Alors la guerre avec les anciennes puissances que sont la Grande-Bretagne et la France était presque inévitable. Même si Londres et Paris ont toléré qu'ils se débarrassent des chaînes du traité de Versailles, l'Anschluss de l'Autriche et l'annexion des Sudètes, l'Allemagne se préparait à la guerre, sachant qu'un jour, ces puissances devraient se lever et agir contre lui. Les plans de Hitler comprenaient un programme de réarmement, une économie restructurée pour la guerre et une plus grande autosuffisance dans la production alimentaire. Dans ce contexte, les planificateurs allemands ont conseillé à Hitler de ne pas entreprendre d'actions susceptibles de mener à la guerre avant que leurs plans ne puissent aboutir, ce qu'ils estimaient possible vers 1945. Cependant, les ambitions du Führer ne seraient pas tempérées, et ainsi, lorsqu'il envahit la Pologne le 1er septembre 1939, ce fut la goutte d'eau pour Londres et Paris, qui estimèrent que cela suffisait et déclarèrent donc la guerre au Troisième Reich. Cependant, leurs déclarations n'arrêtèrent guère l'avancée de la Wehrmacht vers l'Est, en Pologne. Désormais, le principal objectif des alliés occidentaux était de contenir Hitler afin qu'il n'avance pas davantage, en particulier vers la France elle-même, les 2 pays ennemis partageant une longue frontière terrestre. Et ce, malgré les rapports venus de Pologne décrivant une campagne éclair impliquant des chars et des avions, travaillant de concert pour briser les lignes de défense et capturer rapidement des objectifs clés, ou pour isoler les formations de l'armée polonaise. La plupart des dirigeants français pensant que, lorsque leur armée affronterait enfin la Wehrmacht, les combats tourneraient vite à une guerre de position similaire à la précédente. Ils pensaient que la tactique germanique, connue sous le nom de Blitzkrieg, ne réussissait en Pologne que parce que les forces armées polonaises n'étaient pas aussi bien préparées et équipées que les armées britanniques ou françaises. Se souvenant des ravages que la Grande Guerre avait causés à la France, les dirigeants français étaient cette fois déterminés à maintenir la ligne de front le long de leurs frontières afin d'épargner autant que possible leur pays des ravages de la guerre et de réduire le coût de la reconstruction par la suite. Et dans ce but, les Français ont construit un réseau de positions défensives s'étendant de la frontière belge le long de leur frontière avec l'Allemagne et se terminant finalement à la Méditerranée. Surnommée la ligne Maginot, du nom du ministre français de la guerre André Maginot, la propagande française présentait ces fortifications comme étant continues et impénétrables pour toute armée venant de l'Est. Cependant, ces 2 affirmations étaient fausses. En réalité, on estimait que les obstacles naturels rendaient inutiles des défenses sur de vastes zones, concentrant ainsi les ressources sur les itinéraires d'invasion prévus et laissant d'autres régions moins protégées. Peut-être que la faille principale de la ligne était de négliger en grande partie la frontière belge.
Ayant compris qu'il avait forcé la main des alliés occidentaux, Adolf Hitler voulait attaquer la France dès que ses conquêtes en Pologne seraient assurées, avant la fin de 1939, espérant profiter du fait que les Britanniques et les Français étaient alors encore en train de mobiliser leurs armées. Adolf Hitler redoutait que la France et la Grande-Bretagne, si elles se préparaient, puissent l'attaquer vers l'Est, à couvert derrière la ligne Maginot. Et il savait que, du moins sur le papier, l'armée allemande était encore en infériorité technique et numérique par rapport à la puissance combinée de Londres et de Paris, qui faisaient toutes deux appel à leurs empires pour fournir des hommes et du matériel. Cependant, le Führer n'avait pas à s'inquiéter car il ne pouvait pas savoir que les dirigeants français n'avaient aucune intention de lancer une offensive majeure à ce moment-là, jugeant une telle entreprise trop risquée. Ils ont préféré miser sur une attaque d'Hitler, pensant que ses forces s'épuiseraient en tentant de franchir les routes d'invasion, désormais lourdement protégées par la ligne Maginot. Certains dirigeants français pensaient qu'il faudrait jusqu'à 3 ans après le début des hostilités pour affaiblir l'Allemagne. Ils pensaient que l'Allemagne s'épuiserait à franchir la ligne, tandis qu'une campagne de bombardement alliée viserait l'industrie allemande avant qu'ils ne quittent leurs fortifications pour marcher sur Berlin. 3 facteurs allaient tempérer l'impatience du Führer. Premièrement, le hiver 1939-1940 fut particulièrement rude pour la région, ce qui n'aurait fait que freiner la progression de ses troupes. Deuxièmement, un avion transportant la première version de ses plans d'invasion s'est écrasé en Belgique en janvier 1940, le forçant à repenser son plan d'attaque, car il pensait que les Belges auraient sans doute récupéré les plans et les auraient partagés avec ses ennemis. Enfin, il y avait l'impact de la ligne Maginot elle-même. L'entourage d'Adolf Hitler savait que, malgré ses défauts, la ligne Maginot serait difficile à percer et coûterait cher à l'Allemagne, même si la Wehrmacht la franchissait. Adolf Hitler s'est donc adressé au général Erich von Manstein pour recueillir son avis sur la marche à suivre. Von Manstein a proposé un plan audacieux mais risqué qui impliquait l'invasion des pays neutres du Benelux, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Il pourrait alors pénétrer en France en direction du sud, contournant la ligne Maginot et permettant aux troupes allemandes d'y pénétrer par l'arrière, plongeant les Français dans le chaos. Le plan de von Manstein prévoyait que 3 divisions blindées opèrent de manière semi-indépendante, frappant en avant du corps principal de l'armée et soutenues par la Luftwaffe, afin de perturber et de désorienter les Alliés. C'était une stratégie bien plus ambitieuse que celle utilisée en Pologne, et elle a rencontré l'opposition des généraux au tempérament plus conservateur. Même Hitler avait des doutes, mais en joueur invétéré qu'il était, il décida de tout miser sur le plan de von Manstein, pensant que si ses hommes réussissaient, il pourrait gagner la guerre en quelques semaines. En attendant, Hitler fut contraint de rediriger ses efforts vers le nord, car Berlin comme Londres commencèrent à s'intéresser à la Scandinavie et à la manière dont elle pourrait influencer leurs efforts de guerre respectifs. Cela poussa Hitler à autoriser l'invasion du Danemark comme tremplin pour une invasion de la Norvège. Pour sécuriser les livraisons vitales de minerais via la Baltique, empêcher la Grande-Bretagne de bloquer les ports allemands et fournir une base aux sous-marins allemands pour étrangler le commerce britannique. Le Danemark tomba en une journée, le 9 avril 1940, et les efforts des Alliés pour protéger la Norvège échouèrent de façon désastreuse. Cet échec ébranla le gouvernement britannique, poussant Neville Chamberlain à démissionner, remplacé par Winston Churchill. En mai 1940, le plan de bataille allemand était dans ses phases finales de préparation et comportait 2 éléments distincts, à savoir Fallgelb ou plan jaune, qui lancerait l'offensive vers l'ouest, suivi ensuite de Fallrott ou plan rouge, qui terminerait le travail. Le plan jaune visait à attirer les principales forces alliées au nord de la France et en Belgique pour que les Allemands puissent ensuite les encercler par une manœuvre de tenaille. Le flanc nord de cette tenaille comprendrait 2 poussées principales à travers la Belgique et les Pays-Bas qui devaient toutes deux être submergées relativement rapidement, comme cela s'était produit au Danemark. La tenaille sud, cependant, passerait par le Luxembourg via la forêt des Ardennes, une région qui était peu défendue car les planificateurs français avaient estimé que le terrain serait infranchissable pour une grande formation blindée allemande.
Une fois les tenailles en place, les forces allemandes, coordonnant chars, artillerie et aviation, isolèrent les troupes alliées en poche pour les écraser jusqu'à la reddition. Puis, les Allemands avancèrent davantage, répétant cette tactique chaque fois qu'ils rencontraient d'autres unités alliées, forçant l'armée française et le corps expéditionnaire britannique, ou BEF, à se replier vers la Manche jusqu'à la défaite. Pour le plan jaune, les Allemands avaient immobilisé environ 3 millions d'hommes répartis en 157 divisions. 135 de ces divisions devaient être utilisées dans l'offensive principale, dont 42 divisions de réserve. Les Allemands disposaient de plus de 7000 canons de campagne, ainsi que de près de 2500 chars et véhicules blindés de combat, bien que cela représente moins de la moitié du total déployé par les Britanniques et les Français réunis. Contrairement à la croyance populaire dans les années qui ont suivi la bataille, la grande majorité des chars allemands utilisés étaient des modèles plus anciens de Panzer, qui étaient généralement inférieurs à des chars comme la Mathilde britannique et le Saumur S-35 français. Cependant, dans leurs unités blindées dédiées, les Allemands utilisaient beaucoup mieux leurs véhicules, et leur coordination avec les unités aériennes et d'artillerie compensait leurs faiblesses techniques. Avec le plan en place et les préparatifs terminés, les Allemands sont passés à l'attaque le 10 mai 1940. La rapidité des attaques a pris tout le monde par surprise, y compris parfois les Allemands eux-mêmes. Cela a aussitôt provoqué un afflux de réfugiés fuyant vers l'ouest pour éviter les combats, saturant routes et voies ferrées, ce qui a encore freiné les efforts des Alliés à redéployer leurs forces. Mais à peine 48 heures après le début de l'offensive, les deux camps se sont affrontés lors du premier grand combat de blindés de la guerre. Alors que le 16e corps d'armée allemand s'est retrouvé bloqué par le corps de cavalerie français près de Hanut, en Belgique, qui tentait de rejoindre les forces britanniques. Les deux camps ont engagé environ 600 chars chacun, mais les Allemands bénéficiaient d'un avantage numérique en infanterie. La bataille fut tactiquement indécise. Les Allemands n'empêchèrent pas les Français de rejoindre les Britanniques, mais elle coûta aux Français 2 fois plus de chars qu'aux Allemands. Dans les airs, pendant ce temps, les Allemands remportèrent de grands succès. Les chasseurs Messerschmitt Bf 109E de la Luftwaffe se sont révélés supérieurs, tant en termes de performance que d'emploi tactique, aux chasseurs britanniques ou français. Ils ont décimé les bombardiers alliés, très mal protégés, si bien que des escadrons entiers étaient parfois perdus en une seule journée. Pendant ce temps, les bombardiers allemands survolèrent la ligne Maginot pour attaquer les bases aériennes alliées et gêner l'arrivée des renforts. Sans aucun doute, l'avion qui est devenu le symbole du style de guerre Blitzkrieg à grande vitesse était le bombardier en piqué Junkers Ju 87 Stuka. Avec son apparence menaçante, presque semblable à un vautour, et sa capacité incroyable à piquer presque à la verticale pour larguer une bombe sur une cible aussi petite qu'un char, le Stuka est devenu l'une des armes allemandes les plus redoutées et l'une des clés du succès allemand. Pour mieux soutenir leurs troupes avec bombardiers et artillerie, les Allemands ont équipé bien plus d'unités de radio que les Alliés. En plus de coordonner les frappes aériennes, cela permettait au haut commandement allemand d'avoir les informations les plus récentes sur le champ de bataille. Le 13 mai, le général Erwin Rommel, futur renard du désert, à la tête de la 7e division blindée, traversa la Meuse, près de Dinant en Belgique, et établit rapidement une tête de pont sur la rive ouest. 2 jours plus tard, sur le flanc sud, le général Heinz Guderian commença à percer la ligne principale française à Sedan et lança sa charge vers la Manche. Le commandant allemand fut surpris par la rapidité de sa progression, au point que le haut commandement allemand lui demanda parfois de ralentir afin de permettre à la chaîne logistique allemande de suivre. Et pour les empêcher de créer un saillant que les Alliés pourraient potentiellement percer derrière les unités avancées et ainsi les couper de tout renfort. C'était une tactique qu'ils avaient très bien utilisée jusque-là. Néanmoins, le 20 mai, Guderian atteignit la Manche. Ce faisant, il avait effectivement coupé les forces alliées en deux, avec la majeure partie des forces françaises au sud et la force expéditionnaire britannique, 3 armées françaises de campagne et les éléments survivants de l'armée belge au nord. La force expéditionnaire britannique étant encerclée, son commandant, le général Vicomte Gort, jugea que seule l'évacuation par la Manche restait possible pour éviter sa destruction. Ainsi, les Britanniques commencèrent à planifier leur fuite, ce qui provoqua la fureur de nombreux alliés français, le seul port adapté à une telle évacuation restant aux mains des alliés étant Dunkerque.
Cependant, malgré leur succès, les Allemands faisaient encore face à une forte résistance dans certaines zones où Britanniques et Français s'étaient organisés efficacement. Comme à Arras, une ville située à la lisière de la plaine de Flandre, un terrain idéal pour le déploiement de grandes formations de chars. Le 21 mai, la défense de la ville était entre les mains du général de division britannique Harold Franklin, avec les 5e et 50e divisions d'infanterie britannique, soutenues par 74 chars de la 1re brigade de chars de l'armée et quelques chars français supplémentaires. Franklin choisit de frapper les lignes allemandes dans sa zone d'opération en lançant une attaque avec 40 chars composés principalement de chars britanniques Matilda qui étaient superbement bien blindés, forçant les Allemands à orienter leurs canons anti-aériens à haute vitesse du ciel vers l'horizon afin de les contrer. Au crépuscule du 21, les Britanniques avaient avancé de 10 miles dans les lignes allemandes, capturant 400 soldats et détruisant avec succès de nombreux chars et véhicules allemands. Malheureusement, la victoire fut de courte durée, et le lendemain, avec ses forces encerclées, Franklin fut contraint d'ordonner à ses hommes de se replier vers la côte. Cependant, le haut commandement allemand fut obligé de prendre note de cette action, ce qui leur fit reconnaître que la force expéditionnaire britannique restait une force avec laquelle il fallait compter. Alors que la force expéditionnaire britannique manquait rapidement de territoire français pour poursuivre sa retraite vers la Manche, les dirigeants allemands commencèrent à accepter que, en affrontant la force expéditionnaire britannique à Dunkerque pour la détruire et forcer la Grande-Bretagne à la paix, la bataille serait coûteuse pour tous. C'est avec cela en tête que le chef de la Luftwaffe allemande, Hermann Göring, sentit une opportunité de gagner les faveurs du Führer. Et il s'est approché d'Hitler pour suggérer qu'au lieu d'envoyer des troupes allemandes dans la poche de Dunkerque, ces bombardiers pourraient accomplir la tâche avec une plus grande efficacité et beaucoup moins de risques. Hitler fut convaincu, et alors que les troupes terrestres allemandes se rapprochèrent des abords de Dunkerque, le 24 mai, il leur ordonna de tenir leur position. L'ordre de halte a permis aux troupes alliées de s'organiser à Dunkerque et d'y établir des positions défensives, malgré des attaques aériennes quasi constantes. Dunkerque restait à portée des chasseurs britanniques de l'autre côté de la Manche. Même si cela paraissait peu évident pour les troupes au sol, la RAF a sérieusement perturbé les plans de Göring, à tel point que Hitler a annulé son ordre et que les troupes au sol ont recommencé à marcher sur Dunkerque juste au moment où l'évacuation commençait le 26 mai. Tout navire capable de flotter a été réquisitionné pour aider à évacuer les hommes de la plage, des destroyers aux remorqueurs et même des bateaux de plaisance. Sous les tirs aériens et d'artillerie, la flotte assemblée à la hâte a évacué 338 226 soldats, dont 139 938 soldats français, ainsi que ce groupe de Belges et de Polonais, avant que l'évacuation ne prenne fin le 4 juin. L'évacuation fut annoncée comme un succès en Grande-Bretagne, mais les dirigeants savaient que l'armée avait perdu beaucoup de chars et véhicules lors des combats en Belgique et en France, essentiels pour continuer la lutte au sud de la France ou défendre la Grande-Bretagne. Le 3 juin, la veille de la fin de l'évacuation, le son des sirènes d'alerte aérienne suivi du vrombissement des moteurs d'avion a poussé les habitants de Paris à courir vers leurs abris. Il y avait eu de nombreuses fausses alertes au cours des derniers mois, mais cette fois-ci, c'était réel, car la Luftwaffe visait l'usine Citroën de la ville. 254 personnes ont été tuées, dont 195 étaient de simples civils innocents, sans lien avec la cible, car les bombes étaient tombées à côté. Une fois l'essentiel du corps expéditionnaire britannique évacué, le gouvernement français, replié à Tours pour se protéger, se sentait abandonné pour poursuivre un combat qu'il admettait déjà perdu. Il fallait juste décider comment y mettre fin. Soit par une sorte de paix négociée, soit en combattant jusqu'au dernier homme dans ce qui ne serait finalement qu'un simple geste de résistance. Alors qu'ils réfléchissaient à la question, le 5 juin, les Allemands ont lancé la seconde phase de leur plan d'invasion, le plan rouge, attaquant à travers la Somme et l'Aisne, avant de foncer vers le centre de la France avec pour objectif de prendre Paris, tandis qu'une force distincte était redirigée pour attaquer les troupes tenant la ligne Maginot afin de les empêcher d'intervenir. Dans un effort pour remonter le moral des Français et en représailles au bombardement de Paris, un bombardier Farman NC 2234 de la marine française a attaqué Berlin en solitaire. Mais cet effort a été éclipsé par la rapide avancée allemande.
Le 9 juin, les lignes principales françaises se sont effondrées et les Allemands approchèrent des faubourgs de la capitale française. Le Premier ministre français Paul Renault, qui avait déjà déplacé son cabinet de Tours à Bordeaux, a décidé que Paris était trop importante pour devenir un champ de bataille. Ainsi, pour la protéger, il a déclaré la ville ouverte et, ce faisant, l'a effectivement livrée. Comme si la Providence s'acharnait contre son pays, le 10 juin, on apprit que l'Italie déclarait aussi la guerre à la Grande-Bretagne et à la France. Le matin du 14 juin, les troupes allemandes sont entrées dans Paris et dans l'après-midi, la célèbre tour Eiffel arborait la croix gammée nazie. Le long de la ligne Maginot, les forteresses obus tombaient une à une alors que les combats se prolongeaient dans les jours qui suivirent, mais peu de défenseurs français se rendirent ou abandonnèrent leur poste. Malgré l'évacuation du corps expéditionnaire britannique, quelques troupes britanniques et canadiennes sont revenues en France, tandis que la RAF, déjà éprouvée, poursuivait ses missions de bombardement contre les forces allemandes, mais il ne pouvait rien contre l'inévitable. Incapable de se résoudre à se rendre à Hitler, le Premier ministre Paul Renault démissionna le 16 juin et fut remplacé par le héros de la Première Guerre mondiale, Philippe Pétain, qui commença à négocier la paix. Une paix dont les conditions seraient désormais dictées entièrement par le Führer. Consternés que les Français manquèrent de courage pour continuer à se battre, alors qu'une grande partie du pays restait libre, Winston Churchill suspendit toute coopération tout en admettant que son pays ne pouvait guère aider son allié. Le 18 juin, il s'adressa donc au peuple britannique et leur annonça que la bataille de France était terminée et que la bataille d'Angleterre allait commencer. À Berlin, un Adolf Hitler absolument extatique choisit la forêt de Compiègne comme lieu des négociations avec Pétain. C'était le site de l'armistice de 1918 qui mit fin à la Première Guerre mondiale avec la reddition de l'Allemagne et l'humiliation qu'elle subirait sous le traité de Versailles. Par vengeance, Adolf Hitler exigea que la signature du nouvel armistice ait lieu dans le même wagon où les Allemands avaient signé l'armistice de 1918 et les Le 21 juin, 24 heures avant la réunion prévue, Adolf Hitler ordonna que Paris soit préservée telle que le monde la connaissait, espérant favoriser l'entente avec Winston Churchill, dont il espérait qu'il finirait par voir la raison et demanderait également la paix. Le Führer craignait également que la destruction d'une ville aussi précieuse ne provoque la colère des États-Unis, qu'il redoutait de voir rompre leur neutralité et entrer en guerre contre lui. Le 22 juin 1940, l'armistice entre la France et l'Allemagne nazie fut signé. Hitler avait accompli en moins de 2 mois ce que le Kaiser n'avait pas réussi à faire en 4 ans. Cela avait coûté à la Wehrmacht 27 000 morts, plus de 11 000 blessés et 18 000 disparus. Les pertes françaises s'élevaient à environ 92 000 morts et plus de 200 000 blessés, tandis que le corps expéditionnaire britannique a subi 10 000 tués et 78 000 blessés. Ce qui fait un total combiné de 129 000 morts et 397 000 blessés ou disparus en seulement 2 mois. Pendant les combats, les troupes allemandes, surtout la Waffen-SS, ont commis de nombreuses atrocités contre les prisonniers de guerre, notamment originaires des colonies nord-africaines françaises. Pendant les combats autour du Petit Château à Chazelet, entre le 18 et le 20 juin par exemple, à un moment où il était clair qu'un armistice allait être déclaré. Environ 100 soldats sénégalais qui s'étaient rendus avec leurs officiers blancs ont été conduits dans un champ et mitraillés par les troupes SS. Certaines forces françaises, en particulier celles sous le commandement du général français et sous-secrétaire d'État à la guerre Charles de Gaulle, ont refusé d'accepter tout armistice et ont continué à se battre avant de s'échapper vers la Grande-Bretagne ou vers les colonies françaises en Afrique du Nord. Certaines forteresses le long de la ligne Maginot ont continué à se battre jusqu'en juillet, signalant aux Allemands que, même si la France était tombée, sa fierté nationale et son esprit de résistance n'étaient pas encore anéantis. Pétain resterait le chef de la France, mais en réalité, il n'était guère plus qu'une marionnette. L'Allemagne occupait les régions nord et ouest de la France afin de poursuivre la guerre contre la Grande-Bretagne, tandis que Pétain contrôlait les régions sud et est non occupées. Depuis la ville thermale de Vichy, d'où vient le nom de France de Vichy pour distinguer le régime collaborationniste. Le pouvoir d'Hitler était alors sans égal en Europe de l'Ouest. Imposant sa volonté aux conquêtes françaises, il se sentait invincible, persuadé que les peuples germaniques allaient dominer le monde.
Même dès ce moment, il envisageait déjà l'invasion et la conquête de ce qu'il considérait comme son véritable ennemi, l'Union soviétique. Mais il savait que son travail n'était pas terminé et que, de l'autre côté de la Manche, un ennemi meurtri et blessé refusait obstinément de reconnaître sa supériorité. La seule chose qui s'opposait au destin germanique de dominer l'Europe, c'était la Grande-Bretagne.